Bonjour à tous, nous voici de nouveau réunis pour la dernière vidéo concernant l'humanisme, la Renaissance et la Réforme. Nous revenons sur la Renaissance, nous avons présenté lors de la précédente vidéo le foyer italien à travers les exemples de Florence, la pionnière du Quattrocento, et Rome, le grand centre du Cinquecento. Nous avons aussi évoqué un autre foyer de la Renaissance fort différent qui est le foyer flamand, marqué par des thèmes religieux et aussi par un grand sens du détail. Et nous allions voir, toujours dans les synthèses nationales, quels résultats cela pouvait donner dans d'autres pays, en commençant par un pays qui nous concerne directement, qui est la France. Là, nous allons évoquer la Renaissance française, en commençant par un personnage qui a été un personnage marquant de la Renaissance en France, c'est le roi François Ier, qui est ici peint par un artiste italien célèbre que nous appelons le Titien. Et ce qui est amusant, c'est que ce tableau est considéré par certains comme le plus beau portrait qu'on ait fait du roi de France. Or, le Titien n'a jamais vu François Ier. Il a en effet travaillé à partir d'une médaille, comme celle que vous voyez à droite. C'est pour ça que le personnage est représenté de profil, comme il le serait donc représenté, comme il serait représenté sur une médaille. En tout cas, on a ici un roi de France représenté par un artiste italien. Ça illustre bien la fascination de certains rois de France pour la Renaissance italienne. Pourquoi cette fascination? Eh bien, trois rois français vont, de 1493 à 1559, faire la guerre assez régulièrement en Italie. Le premier est Charles VIII, il sera suivi par son successeur Louis XII, lui-même suivi par son propre successeur François Ier. Donc on a une série, on a plusieurs campagnes militaires menées par les Français en Italie, menées par ces trois rois, Charles VIII, Louis XII, François Ier. Des guerres, donc ce qu'on appelle les guerres d'Italie. L'objectif des Français, c'est de contrôler le duché de Milan, et c'est aussi de s'opposer à l'influence espagnole qui vient du sud. Donc on a en fait un territoire, l'Italie, qui est à l'époque l'objet d'une concurrence entre grandes puissances, qui est en fait un terrain d'affrontement entre grandes puissances. Et ces trois rois de France vont donc y lancer des expéditions qui vont faire forte impression, Charles VIII notamment par son artillerie, mais plus généralement les Français impressionnent par ce que les Italiens appellent la furia francese, la furie française, donc avec des charges de cavalerie extrêmement violentes notamment. Et ces batailles, ces guerres, sont l'occasion de découvrir l'Italie, de découvrir l'art italien, les palais italiens, les villes italiennes, et les rois de France qui mènent ces opérations, les seigneurs qui les accompagnent, sont très impressionnés. Ils sont très impressionnés par ces décors, par ces bâtiments qui sont extrêmement différents de ce qu'ils connaissent, à savoir notamment des châteaux forts médiévaux. Là, on a affaire à des palais de la Renaissance. Et ils sont, par conséquent, ces rois, ces seigneurs, très impressionnés par ce qu'ils voient. Ils ont envie, eux aussi, d'avoir d'aussi beaux bâtiments qui leur permettent de se présenter comme des hommes riches, puissants et modernes. C'est ce qui se passe avec des châteaux royaux, comme le château de Blois. Le château de Blois est un château intéressant parce qu'il mélange des styles. Vous avez à gauche une entrée du palais de Blois qui a été réalisée à l'époque de Louis XII, et cette entrée est intéressante parce qu'elle est typiquement de style gothique, qu'on appelle en France l'art de France, et qu'on appelle au Moyen-Âge de toute façon l'art de France, car c'est un art qui est apparu en Île-de-France, dans la région de Paris. Et cet art est, à l'époque de la Renaissance, rejeté par les Italiens, qui lui donnent ce surnom d'art gothique, ce qui veut dire l'art barbare. Eh bien, en France, à l'époque de Charles VIII, à l'époque de Louis XII, on est encore très marqué par le gothique, et l'entrée que vous voyez est typiquement gothique. C'est un décor extrêmement vertical, vous avez des arcs qui sont des arcs en ogive, on est resté ici sur un art gothique. En revanche, quand on regarde à droite, là, vous avez une architecture complètement différente, avec des arcs en plein cintre, arrondis, pas du tout en ogive,
avec des façades qui sont plus géométriques, avec des façades qui sont rythmées par des fausses colonnes à l'antique. On a ici déjà une influence italienne. Ça n'est pas surprenant, c'est une aile qui a été construite sur les ordres de François Ier. Donc François Ier, c'est celui qui va vraiment faire entrer la Renaissance en France, et il commence par transformer des châteaux qui existent déjà, par les agrandir, par les embellir, en s'inspirant de l'art de la Renaissance. Et on a parfois, avec ces transformations, avec ces embellissements, un mélange des deux. En effet, quel est le style, ici, de cette montée d'escalier du château de Blois? Est-ce que c'est gothique? Est-ce que c'est Renaissance? Ben, en fait, c'est un peu entre les deux. Vous avez, par exemple, ici, sur cette photo, un escalier à vis, un escalier extérieur, et ça, c'est typiquement gothique. Quand on regarde les lucarnes, les fenêtres de toit, elles sont de style gothique. On a des décors très verticaux, typiquement gothiques. Quand vous regardez les fenêtres, ce qu'on appelle des fenêtres à meneaux, alors les fenêtres à meneaux, ce sont des fenêtres qui ont une structure en forme de croix, structure en pierre, qui divise la fenêtre. Ça, c'est gothique. Maintenant, si vous regardez, vous avez aussi, tout au long de la façade, ce qu'on appelle des pilastres à chapiteaux, qui sont typiquement de style Renaissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chapiteau? Ça n'a rien à voir avec le cirque. C'est la partie supérieure et décorée d'une colonne. Voici un exemple de chapiteau. Qu'est-ce que c'est qu'un pilâtre? Eh bien un pilâtre, c'est une fausse colonne qui sert de décor sur un mur. Et ici, ce sont des fausses colonnes qui ressemblent à des colonnes de l'Antiquité. Ça, évidemment, c'est typiquement Renaissance. Vous avez aussi, pour rythmer la façade, des lignes horizontales. Donc on parle de bandeaux, on parle de moulures. Ça également, c'est Renaissance. Et puis, on peut rajouter également un élément qui n'est pas spécialement Renaissance, mais qui est typique de François Ier, c'est la salamandre. Ça, c'est l'emblème de François Ier, la salamandre qui était censée être un animal pouvant survivre au feu, et c'est une façon de dire que le roi de France est particulièrement résistant aux épreuves. Le château de Blois est un des châteaux qu'on construit à l'époque dans la région de la Loire parce qu'on souhaite avoir des châteaux d'agrément. Ce sont des châteaux qui sont encore des forteresses, mais qui sont de plus en plus des palais luxueux. Vous aviez donc l'exemple de Blois, voici l'exemple de Chambord. C'est un château qui a été construit à l'époque de François Ier. Il est construit, semble-t-il, d'après des plans italiens. On se demande même si d'ailleurs Léonard de Vinci n'a pas joué un rôle important, on n'est pas absolument sûr. C'est un château qui a demandé un travail absolument énorme, 2000 ouvriers pendant plus de 12 ans. Il faut dire que l'ensemble est vraiment spectaculaire et monumental. Bon là la photo est petite, on va avoir une vision ici plus claire. Alors c'est un château qui est intéressant parce que quand on le voit de loin, on a une forme de forteresse. Ça ressemble à un château médiéval avec une double enceinte, entouré de douves. On a l'impression d'une forteresse médiévale. Maintenant, quand on le regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on a de grandes fenêtres, ce qu'on n'a évidemment pas sur une forteresse médiévale, et en fait, il s'agit d'un palais. Il s'agit d'un palais d'agrément luxueux, mais qui garde encore la forme d'une forteresse. On a là ici un intermédiaire entre le gothique qui ne veut pas mourir et la Renaissance qui arrive petit à petit. Les choses vont changer avec un autre château. Donc là, ce que vous avez à retenir ici, c'est le rôle important de François Ier. Donc 3 rois font des guerres en Italie, découvrent l'art italien, et l'un d'entre eux va jouer un rôle essentiel, c'est François Ier, puisqu'il va commencer par transformer des résidences royales pour les moderniser, pour les faire au goût du jour, dans un style Renaissance, et il va aussi construire des châteaux. Il construit Chambord, qui ressemble encore beaucoup à une forteresse médiévale, et il va faire construire, lorsqu'il rentre de captivité, il se trouve que lors des guerres d'Italie, il a perdu la bataille de Pavie en 1525, il a été fait prisonnier, il a été libéré en 1526, et il décide, en rentrant en France, qu'il va faire construire un nouveau château avec des artistes italiens qu'il fait venir d'Italie. Ce château, c'est Fontainebleau.
Et là, vous avez quelques photos qui vous montrent à la fois l'aspect intérieur et extérieur de Fontainebleau, et je pense que vous apercevez tout de suite que ça ne ressemble absolument pas à Chambord. Ça ne ressemble absolument pas à une forteresse. On n'a pas les tours rondes typiques des forteresses. On n'a pas les douves des forteresses. On a ici ce qui est clairement un palais avec deux grandes fenêtres, avec de vastes espaces extrêmement décorés, avec des fresques réalisées par des peintres italiens, avec des sculptures réalisées par des artistes italiens. Et globalement, vous avez des architectes italiens. Le premier architecte qui travaille à Fontainebleau s'appelle Rosso, il est florentin et c'est un élève de Michel-Ange. Donc on a bien ici très clairement l'influence italienne, elle est flagrante. Et Fontainebleau est un château qui a une grande importance parce que Fontainebleau est l'endroit où des artistes italiens vont travailler et ils vont travailler avec des Français, avec des ouvriers, des artisans, des artistes français qui, au contact des Italiens, vont découvrir les techniques et le style de la Renaissance. Donc Fontainebleau, c'est l'endroit où on a un passage de relais. Des artistes italiens viennent pour réaliser un palais Renaissance et des Français, des artistes français, y découvrent comment on réalise un palais Renaissance. Ils vont à partir de là faire de même, ils vont réaliser eux aussi des bâtiments Renaissance, mais dans un style plus typiquement français, un peu plus sobre. C'est ce que nous allons voir avec le Louvre. Le Louvre est aujourd'hui un musée, est un gigantesque musée parisien. À l'origine, c'est une forteresse. Au Moyen-Âge, il est construit par Philippe Auguste. C'est une forteresse qui protège Paris au départ. Et il est petit à petit transformé. Le château médiéval est détruit progressivement pour être remplacé par un immense palais. Et le démarrage de cet immense palais, vous l'avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle la cour carrée, et la partie du bâtiment qui se trouve au fond est réalisée sur l'ordre de François Ier au XVIe siècle. C'est un travail qui est commandé à un architecte français qui s'appelle Pierre Lescot, qui va continuer le travail sous le règne d'ailleurs du fils de François Ier. Et on a là donc une réalisation sous la direction d'un architecte français. Quand on s'approche, on s'aperçoit qu'on a une influence antique évidente. Vous avez des frontons triangulaires comme dans des temples grecs, vous avez des sculptures qui ressemblent à des sculptures de temples grecs. Donc là, l'influence des colonnes de temples grecs, l'influence antique est évidente. Et vous avez donc un architecte français, et vous avez aussi des artistes français. Celui qui notamment a œuvré à la réalisation de ces sculptures est un sculpteur qui s'appelle Jean Goujon, un sculpteur français. Jean Goujon, qui par exemple ici réalise un bas-relief, Notre-Dame de Pitié. Donc c'est intéressant parce que c'est une scène catholique, c'est une scène religieuse chrétienne. Vous avez on descend le Christ de la croix, et vous avez la Vierge qui évidemment se lamente sur la mort de son fils, et vous avez une représentation qui est intéressante parce que on a presque l'impression qu'on est face à un morceau de la frise des Panathénées, du Parthénon. On a réellement des artistes qui sont extrêmement influencés par l'Antiquité, par le style antique, mais aussi par la mythologie. Encore une fois, l'art de la Renaissance en France, c'est un art qui est fait pour les palais. C'est un art qui est fait pour être somptueux, pour être moderne, pour montrer la puissance de la France, la puissance du roi de France. Cet art, on va le retrouver évidemment avec des peintres. Nous avons un portrait extrêmement célèbre ici de François Ier, qui est réalisé par un peintre qui s'appelle Jean Clouet, qui est un très grand portraitiste de cour. Et vous avez aussi, pour vous montrer que François Ier aime le luxe et aime montrer sa puissance, la puissance de son royaume à travers des objets, et bien voici par exemple la salière. Donc c'est ce qui sert à saler les plats, François Ier. Bon, nous avons en général des salières un peu moins spectaculaires. Vous avez donc un objet ici qui fait 16 cm de haut, avec des personnages qui sont réalisés notamment en métaux précieux, qui sont réalisés en métaux précieux, en émaux, en pierres précieuses. L'orfèvre qui a réalisé ce travail s'appelle Benvenuto Cellini, c'est un Italien, et là encore, vous avez une influence
de l'Antiquité, avec des personnages qui sont clairement inspirés de la mythologie. Vous avez tout simplement, à droite, vous avez Neptune, qui est le dieu de la mer, et qui évidemment est présent assez logiquement sur une salière, pour du sel qui vient de la mer. Donc la France est un pays qui, avec les guerres d'Italie, va être très impressionné et très influencé par la Renaissance, sachant qu'en France, c'est quand même un art qui va être un art de luxe, un art de prestige, un art de palais, très influencé en particulier donc par l'Antiquité et en particulier la mythologie. Que se passe-t-il ailleurs? Que se passe-t-il ailleurs? Bon, l'influence est importante en France, donc foyer italien, foyer flamand, influence importante en France et ailleurs. Mais ailleurs, ça dépend. Ailleurs, l'influence est assez plus limitée et irrégulière. Prenons un bâtiment que vous allez, vous, élèves de section européenne, reconnaître tout de suite, je l'espère. Donc il s'agit de l'université de Salamanque, c'est l'entrée de l'université de Salamanque, et c'est un bâtiment qui est construit, qui est réalisé justement dans cette période charnière de la fin du XVe siècle, début XVIe siècle. Quand vous regardez comment ce monument est organisé, on voit qu'il est extrêmement vertical, vous avez beaucoup de lignes verticales. Ça, c'est typiquement, et on a en plus un foisonnement de décors. Ça, c'est très gothique. C'est vraiment le gothique typique du XVe, XVIe siècle. Organisation verticale, une profusion de décors, on est vraiment dans du gothique tardif. Maintenant, si on zoome et qu'on s'approche, eh bien, nous avons ici des détails décoratifs qui ne sont pas du tout gothiques ni médiévaux. En effet, nous avons des pilastres à l'antique, donc des fausses colonnes à l'antique, c'est pas du tout gothique. Nous avons des rosaces, donc des motifs végétaux, directement inspirés de monuments romains, ça n'est pas gothique du tout. Et quand on regarde, on a ici le portrait des rois catholiques, et une inscription en grec. L'inscription grecque, c'est plutôt quelque chose qu'on va trouver avec les humanistes, ça n'est pas quelque chose qu'on trouve sur un bâtiment gothique. Sur un bâtiment gothique, on va plutôt trouver du latin. Donc, à l'époque des rois catholiques, en Espagne, nous avons un art qu'on appelle l'art plateresque, qui est une sorte de mélange entre les deux, entre le gothique et la Renaissance, un aspect général gothique, mais des détails de décoration qui sont plutôt Renaissance. Par la suite, l'Espagne est un pays où la Renaissance a une présence assez timide. On a par exemple un architecte, Juan de Herrera, qui est un architecte Renaissance. C'est lui qui réalise le palais de l'Escorial dans la deuxième moitié du XVIe siècle. C'est un palais tout à fait Renaissance dans sa réalisation. C'est un artiste qui est très influencé par l'Italie. Autre artiste, qui est un artiste également de la Renaissance, c'est un artiste qui s'appelle Domenikos Theotokopoulos, artiste grec. Comme son nom est compliqué, qui vient de Grèce, on l'appelle El Greco, ce que nous avons transformé par le Greco, tout simplement. Et c'est un artiste, lui, qui a été très influencé par la peinture orthodoxe, étant grec, c'est logique, qui a aussi été très influencé par l'art italien et qui va beaucoup travailler en Espagne. Et on a là deux représentants de la Renaissance, dans un pays où la Renaissance, encore une fois, est peu présente. On est passé assez directement du gothique ou de l'art musulman à l'art baroque. Qu'en est-il en Allemagne? Eh bien, en Allemagne, on a quelques artistes qui sont des grands réalisateurs de chefs-d'œuvre de la Renaissance. On a en particulier un personnage que nous avons déjà vu, je vous rappelle que nous avons pu observer ses autoportraits, il s'appelle Albert Dürer. Albert Dürer est un artiste allemand, et c'est un artiste allemand extrêmement talentueux, qui est capable de dessiner, de peindre, de graver. C'est quelqu'un qui, par exemple, peut réaliser des planches animalières ou botaniques, avec un détail tout à fait impressionnant. On retrouve là l'esprit scientifique, l'étude de la réalité, la volonté de représenter de façon très réaliste. Ça fait penser notamment au foyer flamand, qui est très fort pour les représentations de végétaux.
C'est néanmoins un artiste qui est capable donc de dessiner, de peindre avec de très grands détails, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire des esquisses rapides, qui peut faire un dessin rapide. Alors voici par exemple une œuvre que je trouve personnellement très intéressante et aussi touchante, parce que c'est vraiment quelque chose d'intime. C'est un dessin qui est intitulé Meine Agnes, Mon Agnès. En fait, il a tout simplement fait un petit dessin rapide de sa femme, sans doute dans une attitude qui devait lui être familière. Elle a un air pensif, elle est accoudée à une table, et elle a la main posée, elle a la main contre le visage, elle est en train de réfléchir. Et voilà, vous avez là ici un dessin intime et une esquisse rapide qui saisit un personnage sur le vif. C'est un artiste également très doué dans la réalisation de gravures. Nous l'avons déjà vu dans une partie antérieure du chapitre, lorsque j'ai parlé des gravures sur bois et des gravures sur cuivre. En voici quelques exemples. Il est capable de faire une scène biblique, comme celle qui est en bas à gauche, les cavaliers de l'Apocalypse. Il peut également faire une gravure qui représente un animal exotique, le rhinocéros, dont il s'agit de fixer l'aspect, pour ceux qui n'auraient pas la chance de le voir directement. À droite, vous avez une gravure sur cuivre assez spectaculaire qui s'appelle Mélancolia. Alors ce n'est pas une représentation qui a un thème religieux, en fait c'est plutôt un paysage d'état d'âme. Mélancolia, la mélancolie, il se trouve que Albert Dürer est dépressif, c'est quelqu'un qui a des phases de grand malaise, et il a voulu, à travers cette œuvre, exprimer ce malaise. Un petit détail intéressant dans cette réalisation, ce qu'on appelle, et c'est ici repassé en bleu, ce qu'on appelle un carré magique. Donc c'est une sorte de jeu mathématique. Très souvent on utilise le carré magique pour représenter l'âge de Jésus au moment de sa mort. Le principe est simple, si on aligne 4 cases horizontalement, verticalement, ou même pour celles qui sont dans les diagonales, on obtient toujours le même nombre. Donc si vous additionnez la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, si vous additionnez la première ligne verticale, mais aussi la deuxième, la troisième, la quatrième, vous allez toujours tomber sur le même nombre. Normalement, vous tombez sur 34. Pourquoi 34? C'est pas l'âge du Christ au moment de sa mort, il serait mort à 33 ans, c'est l'âge qu'avait Dürer au moment où il a réalisé cette gravure. Dürer est aussi un bon peintre. Il n'est pas simplement un graveur et un dessinateur, il est un peintre, peinture à l'huile. Vous avez ici deux peintures, Adam et Ève, donc thème biblique, avec une représentation qui fait penser aux sculptures de l'Antiquité. Vous avez donc avec des personnages qui sont nus, bon évidemment on couvre des parties stratégiques, c'est quand même une œuvre religieuse. Vous avez aussi le portrait de l'empereur Maximilien, grand personnage s'il en est en Allemagne à l'époque, car l'artiste doit aussi être un portraitiste qui fixe l'aspect des grands personnages. Donc un artiste ici très complet, un artiste inspiré clairement par le foyer flamand, mais aussi par l'Italie, où il est lui-même allé. Il a eu l'occasion de visiter l'Italie et de s'inspirer du travail des maîtres qui y travaillent. Que se passe-t-il en Angleterre ? Eh bien, en Angleterre, royaume d'Henri VIII qui est devenu, vous le savez, le chef de son église, eh bien là, clairement, le gothique domine. Le portraitiste de cour Hans Holbein est suisse, il est venu travailler en Angleterre, mais c'est un peu un cas à part. En effet, domine principalement l'art gothique. La photo que vous voyez à gauche représente un bâtiment anglais gothique, et c'est ce qu'on appelle le gothique perpendiculaire, c'est-à-dire le gothique typique des îles britanniques. Là, l'influence de la Renaissance est en fait assez limitée, même si le roi Henri VIII est un roi qui est un roi humaniste, qui correspond avec Erasme, au niveau artistique, vous avez une influence assez limitée. Le gothique reste extrêmement présent. Sur cette image et sur ce portrait du roi d'Angleterre, nous terminons avec le chapitre. Nous pouvons donc en arriver à notre traditionnelle conclusion. Comme vous le savez, la conclusion se compose de deux parties. Vous avez d'abord une synthèse qui permet de reprendre les différents éléments abordés dans le chapitre et de répondre en somme à la question posée au départ. Et vous avez ensuite une deuxième partie qu'on appelle l'ouverture qui permet
de mettre en relation avec une thématique proche, avec ce qui suit. Sur un chapitre de géographie, ça peut être évoquer l'actualité. Voici donc la conclusion de ce chapitre. Après la prise de Constantinople par les Turcs, les Européens, Espagnols et Portugais en tête, se lancent dans des voyages de découverte, des guerres de conquête et bâtissent des empires, mais aussi un réseau commercial planétaire. C'est la première mondialisation. Ces Européens connaissent mieux le monde et voient l'univers différemment. La Terre n'est plus au centre de tout, l'être humain prend une importance nouvelle et inspire un respect nouveau à ceux qu'on appelle pour cela les humanistes. Ces derniers ont aussi un regard différent sur la religion, ils veulent mieux connaître la Bible, critiquent l'Église. L'angoisse de l'enfer conduit à des débats qui provoquent une rupture au sein du monde catholique, c'est la Réforme. Cette vision nouvelle s'exprime à travers un art nouveau, un regard nouveau, des techniques nouvelles, et le retour en force de l'Antiquité, c'est la Renaissance qui se répand en Europe. Voici la partie synthèse, et nous ouvrons sur une thématique proche parce que nous serons amenés à l'évoquer par la suite en histoire. C'est aussi l'époque où les rois cherchent à mieux contrôler leur royaume, accroître leur pouvoir. Henri VIII devient chef de l'Église d'Angleterre en partie pour cela. En France, François Ier renforce l'autorité royale et prépare ce que nous appelons la monarchie absolue. Cette conclusion se termine, ainsi que le chapitre, et nous nous retrouverons donc pour de prochaines